tous. Si le coup d'envoi de la saison 2004 de MotoGP sera donné le 18 avril à Welcome en Afrique du Sud, Moteur n'a pas voulu manquer l'occasion de déjà plonger dans le cœur de l'action. Bienvenue sur le circuit de Catalunya à Barcelone pour le Pre-Season Test. Au sommaire de Moteur cette semaine, le résumé complet des boucles de Spa, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes, l'essai de la très impressionnante BMW 645 CI, le coup d'envoi du championnat d'Europe des voitures de tourisme à Monza, la présentation officielle et l'interview de Valentino Rossi en personne et bien sûr toutes les infos du test d'avant-saison en MotoGP. C'est en Catalogne que le circus du MotoGP s'est retrouvé pour une répétition générale avant le premier Grand Prix. Pour nous, l'occasion de rencontrer les stars du paddock, histoire de voir avec eux ce qui s'est passé pendant l'intersaison. Alors avec nous, Max Biaggi. Max, il me semble que 2004 sera l'année Biaggi. Alors est-ce que vous abordez cette saison avec beaucoup de sérieux, beaucoup de stress, super concentré, ou alors prêt à partir pour une récréation de 16 Grands Prix? Non, bah... Je prends chaque saison comme une nouvelle étape importante. Il est difficile de dire si ce sera ou non l'année Biaggi ou celle d'un autre, car les courses sont toujours longues et imprévisibles. Durant l'hiver, les tests que nous avons effectués se sont très bien déroulés, quelles que soient les situations rencontrées. Je suis donc très confiant. Si les Grands Prix se déroulent comme les tests, on va s'amuser. Mais je sais qu'il n'en ira pas toujours ainsi. Cette année, je suis très motivé, pas trop sérieux, mais bien impliqué. J'aborderai les courses avec avidité, mais sans être trop bavard. Je suis donc un peu différent de l'an dernier. Alors, la Honda sera encore cette année-ci la moto à battre, avec une petite différence quand même, c'est que normalement la vôtre sera beaucoup suivie, en tout cas plus suivie que l'année passée par le HRC. La Honda sera certainement encore la moto à battre. Le team HRC aura toujours une évolution en plus que nous. En ce qui me concerne, je bénéficie du même support que l'an dernier, mais la base de la moto est meilleure. J'espère que ce sera suffisant, mais de toute façon, je ne peux rien faire de plus. Alors Max, honnêtement, on sait que Rossi c'est pas votre tasse de thé, mais qu'est-ce que vous pensez du challenge qui s'est imposé cette année? Rossi n'est pas mon ami, c'est sûr. Cette année, Rossi s'est imposé un challenge important, passer de la Honda qui gagne tout à la Yamaha qui est parfois un ton en dessous. Il ne fera certainement pas de mauvais résultats, mais gagner sera sans doute plus difficile que par le passé. Je suis malgré tout certain qu'il va réaliser une bonne saison avec des classements dans les 3 premiers, et moi, j'espère être aussi sur le podium. On passe de 2 à 4 roues et du circuit au rallye pour continuer. Le week-end dernier, la région de Spa a accueilli la deuxième manche du championnat de Belgique sur route. Et ces traditionnelles boucles de Spa marquaient la première apparition de l'année des Super 600 avec au programme un affrontement royal entre Larry Coles, Marc Duhay, Bruno Thierry et Bernd Kazir. Marc Lacroix s'est naturellement rendu sur place pour ne rien manquer des débats. Éclaboussés d'un radieux soleil printanier, les 47e éditions des célèbres boucles de Spa ont tenu toutes leurs promesses, même si comme prévu, le suspense était absent pour la victoire finale, revenue à Peter Tune. Mais si cette fois le champion en titre n'a pas réalisé tous les meilleurs temps, il a en revanche assuré le spectacle. Même un peu trop parce que mon copilote commence à se plaindre. J'ai tiré 22 fois le frein à main dans la redoute, ça fait 7 km et Munster il fait temps égal, donc c'est un peu exagéré. Donc il faut que je me concentre un peu plus sur l'efficacité quand même. Mettant en pratique cette théorie, Peter était imprenable. Celui-ci jouant clairement dans une autre pièce, la deuxième place de Jean-Pierre Van de Hover prenait des relents de victoire. D'autant que le Verviétois a connu pas mal de problèmes, notamment samedi, ce qui ne manquait pas de le troubler, mais aussi de le voir reconnaître le mérite de ses adversaires. 2 fois dans la même spéciale, une fois on a perdu un support moteur, donc ça c'était l'année passée, un tirant de chasse derrière, et ici on vient de casser sûrement la boîte de transfert. Il faut dire que Bernard fait une course extraordinaire.
Moi, je peux dire que quand je vois les temps qu'il fait, il connaît son auto, c'est sûr, mais là, il m'épate. Bernard Munster, qui avec une Subaru complètement reconditionnée cet hiver, était effectivement l'auteur d'un début de course fabuleux, qui le voyait même voler en scratch à Thun. Malheureusement, une casse moteur le laissait sur le carreau et c'est Brunel qui en profitait pour compléter le podium. Casse moteur aussi pour Bob Colsoul, véritablement survolté dimanche, qui laissait ainsi Xavier Bouche venger sa stupide sortie de route de Hanu en remportant ici la victoire. Un succès conquis face à Chris Van Wunzel pour 6 petites secondes seulement. Manifestement peu à l'aise ce week-end, David Sterckx complète quant à lui le podium Groupe N. Autre pilote Groupe N qui s'est une nouvelle fois mis en évidence, Chris Prinsen remporte haut la main la catégorie N3, tout aussi autoritairement que Cédric Verès, une nouvelle fois intraitable en N2. Une vérité que Fanny Duchâteau a une nouvelle fois dû se résoudre à accepter, de même que de perdre l'officieuse place de première dame. Des honneurs qui reviendront à Daisy Coles, qui pour sa première course au sein du junior team de Fiat en a surpris plus d'un par sa combativité. Elle termine par ailleurs à la 2e place d'une catégorie A7, pourtant bien fournie au départ. Comme convenu, l'agitateur Jean-Pascal découvrait quant à lui le rallye automobile. Une première qui s'est opérée en douceur, sur la route, mais dans la douleur physiquement. Il voulait terminer, mais pas dernier, et devant Daisy Coles. Il atteindra les 2 tiers de son objectif. Mais il est sûr que le star académicien ne s'attendait pas à vivre un tel week-end, sauf peut-être pour l'impressionnant succès populaire qui l'accompagnait. Mais à Spa, on attendait surtout les Super 1600 qui débutaient là leur saison avec un plateau qui avait plutôt fière allure. Avec des moyens limités, Olivier Collard restera un peu en retrait, d'autant qu'un problème électrique le pénalisait samedi. Le lendemain, alors qu'une 3e position était envisageable, il s'auto-éliminait en abîmant sa voiture dans une sortie de route. Reste que Flash a prouvé qu'il conservait un sacré coup de volant. Le retour de Marc Duet sur nos rallyes était quant à lui l'une des attractions de ce week-end. Selon ses propres dires, parti trop prudemment, le grand haussait progressivement le rythme. Bien parti pour enfin offrir sa première arrivée en Belgique à la VW Polo Super 1600, il devait composer avec un bris de cardan éliminatoire en vue du but. Dès lors, Bernd Kazir terminait sa première course avec Fiat sur le podium Super 1600. Un petit exploit quand on sait qu'il n'avait pu parcourir le moindre mètre de test avant le départ. Un excellent début de saison, conforme au plan établi. On essaie quelques réglages sur la voiture, on sent un peu, on apprend à sentir la voiture. Peut-être une course, 2 courses et après on verra si on sait suivre peut-être un peu plus les grands. Oui. Autre grand nom de retour chez nous, Bruno Thierry découvrait quant à lui une Super 1600 mais aussi un nouveau copilote. Cela faisait beaucoup de choses à la fois mais les progrès enregistrés étaient manifestes, sans compter que les priorités étaient respectées. Ils ont constaté que je n'utilisais pas assez le maximum du régime. Alors ils m'ont mis un petit rappel au tableau de bord et chaque fois que je vois une ligne droite, je regarde un petit peu sur le tableau de bord et je me rappelle qu'il faut un petit peu essorer le moteur et lui donner un petit coup là. Vous savez, nous, le principal objectif, c'est de marquer des points. Si on pouvait terminer 2e demain soir ici derrière Larry, nous sommes très heureux. Hein. Ce sera effectivement le cas et voilà qui est bien parti pour le championnat Super 1600, car avec seulement 3 participations programmées en Belgique, Larry Coles n'aura pas droit à ce chapitre. Dès lors, son seul objectif ici était la victoire. Impérial dès le départ, il était rapidement amené à gérer son avance. Il ne faudrait pas se faire piéger maintenant parce que je viens d'avoir M. Dechenac au téléphone qui me rappelait encore que l'objectif c'est d'être à l'arrivée. On a 54 secondes d'avance donc on peut déjà peut-être commencer à lever le pied dans les endroits un peu plus piégeux parce qu'après 4 passages la route est vraiment très très sale. Donc on va continuer sur un bon rythme et pas faire de folie. Malgré une petite erreur qui aurait pu lui coûter cher, commise à quelques kilomètres de l'arrivée, il clôturait sa première apparition belge avec la Renault Clio par une autoritaire victoire en Super 1600. Au terme de ce week-end, quelques réflexions s'imposent, à commencer par cette possibilité offerte aux pilotes ayant abandonné le premier jour de repartir le lendemain. Ceci semble faire l'unanimité, d'autant que l'ordre de départ a bien été négocié.
Quoi qu'il en soit, les boucles 2004 ont confirmé qu'après leur descente aux enfers de ces dernières années, elles avaient à nouveau amorcé une courbe ascendante qui devrait leur permettre de renouer avec le succès. Retour dans le paddock de Barcelone pour rencontrer un autre homme fort du MotoGP, l'Américain Nicky Hayden, équipier de Valentino Rossi l'an dernier. Il pourrait bien lui aussi profiter du départ du docteur sous d'autres cieux. Nicky, after learning season last year. Nicky, après une saison d'apprentissage l'an dernier, vous devenez à 22 ans l'un des favoris pour le titre. Comment ressentez-vous ça? Je me sens très bien, ma moto est performante et je me réjouis de me retrouver en course, car ces tests commencent à être un peu longs. Je suis relax, cool et je n'ai pas trop de pression. J'ai pas mal d'expérience en course et on fera de notre mieux, cela devrait fonctionner. Quelle sera votre stratégie pour réussir, vos points forts? Tout d'abord, il faudra que je me qualifie bien cette année, mieux que l'an dernier en tout cas. J'ai trop souvent dû remonter le paquet en course. Cette fois, je ne dois pas m'énerver, être très régulier, m'amuser, et je pense que cela pourra marcher. Vous êtes loin de chez vous ici. Comment est votre vie en Europe entre les Grands Prix? Je suis assez loin de chez moi, c'est vrai. Parfois, c'est un peu ennuyeux. C'est pour cette raison que je préfère les week-ends de course. Le reste du temps, j'essaye de me relaxer, de m'entraîner physiquement et de me balader en attendant les courses. Depuis toujours, la série 6 de BMW est synonyme de coupé sportif de haut de gamme. Si la 635 CSI figure en bonne place dans l'album Souvenir de la marque de Munich, l'apparition de la 645 CI n'a fait que renforcer la tendance, voire le mythe. Marc Lacroix s'est installé à son volant, histoire de juger le potentiel de ce vaisseau amiral plutôt musclé. Avant de retravailler en profondeur son bas de gamme, en introduisant notamment sa nouvelle série 3 et surtout cette nouvelle série 1, attendue pour septembre, BMW a progressivement revu de fond en comble ses hauts de gamme. Ce qui nous a notamment valu de vivre la résurrection du coupé série 6, disparu depuis une quinzaine d'années. Une voiture en laquelle la marque bavaroise place beaucoup d'espoir pour se repositionner sur le marché des coupés de prestige, surtout face à Mercedes, le concurrent de toujours. Pour rendre cette 645 CI rentable, BMW a combiné la technique et les coûts grande série de la série 5 au prix de vente de la grande sœur série 7. Ainsi, le nouveau coupé bavarois repose-t-il sur une base de série 5, habillé d'une robe sportive et effilée. S'il est incontestable, le coup de crayon de Chris Bangle se fait toutefois peut-être un peu moins exubérant que pour certaines de ses précédentes créations. Petit détail amusant, on remarquera la forme particulière du coffre qui, une fois ouvert, nous fait découvrir une physionomie qui n'est pas sans rappeler une certaine Porsche 911. L'intérieur de cette 2+2 reste quant à lui plutôt classique, non sans faire la place belle à une finition et une ergonomie soignées. Techniquement, la 6 est exclusivement dotée du V8 de 333 chevaux de la 745i, associé à une boîte de vitesse à 6 rapports au maniement extrêmement agréable. Un moteur au couple généreux qui se manifeste sans délai à la moindre sollicitation de la pédale de gaz par des accélérations viriles et musclées, accompagnées d'un agréable ronronnement étouffé, comme savent en offrir ce type de moteur 8 cylindres. Concrètement, ce coupé qui pèse tout de même 1600 kg vous propulse de 0 à 100 km/h en 5 secondes 6, tandis que la vitesse maxi est bridée électroniquement à 250 km/h. On notera que pour réaliser ce modèle, BMW mêle aluminium, acier et matière synthétique, un choix qui permet d'atteindre une répartition des charges sur essieu au rapport quasi idéal de 50-50. Ajoutez à cela que la belle de Munich est bardée d'aide à la conduite électronique et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le résultat obtenu lui assure un comportement routier d'une précision telle qu'il est pour ainsi dire impossible de le prendre en défaut. Et si le confort reste typiquement germanique, il n'en demeure pas moins qu'il permet des voyages longue distance sans avoir à souffrir de courbatures. D'ici quelques mois de nouvelles extrémités de gamme avec une 630 CI en bas et une redoutable M6 dotée d'un V10 surpuissant en haut,
La famille 6 se limite aujourd'hui à cette seule 645 CI, affichée à un peu plus de 75 000 €. Voilà en tout cas un modèle qui constitue un beau défi face à la concurrence de plus en plus relevée produisant ce genre de voiture. Et si seuls les résultats commerciaux pourront attester de sa réussite ou de son échec, on peut d'ores et déjà affirmer que cette série 6 est indiscutablement mieux réussie que la série 8 qui l'a précédée. Au public maintenant de confirmer ses dires. Terminé pour la première partie de moteur depuis Barcelone. Après la pub, il sera encore question de MotoGP avec les enseignements du Pre-Season Test, mais aussi et surtout l'interview de Valentino Rossi en personne. A tout de suite. MotoGP accumule kilomètres et enseignements avant le coup d'envoi du championnat. Avant de poursuivre notre tour du paddock, on passe en Italie sur le circuit de Monza où Vincent Franzen a assisté aux 2 premières manches de l'European Touring Car Championship, le fameux ETCC, avec au programme une lutte entre BMW, Alfa et Seat, sans négliger quelques outsiders bien armés. Et comme on pouvait s'y attendre, l'action était au rendez-vous. 2 ans après l'avènement de la réglementation Super 2000, le TCC, championnat d'Europe des voitures de tourisme, s'apprête à connaître une saison 2004 plus explosive que jamais, avec une vingtaine de bolides, officiels pour la plupart, domptés par des pilotes de renommée internationale. Équipe championne en titre, Autodelta continue bien sûr de représenter Alfa Romeo, engageant non moins de 356 GTA pour Gabriele Tarquini, Fabrizio Giovanardi et le jeune Brésilien Augusto Farfus, issu de la Formule 3000. Pour contrer les belles italiennes, on peut bien sûr compter sur les BMW 300 VI officiels. Si Schnitzer est présent avec les désormais traditionnels Jorg et Dirk Müller, RBM, l'équipe belge de Bart Mampay, repart pour un tour avec le Britannique Andy Prio, en attendant l'arrivée des Manicourt de Kurt Mollekens avec une voiture engagée par BMW Belgium. Et durant l'intersaison, les berlines allemandes ont encore évolué. Au niveau moteur, ils ont quand même changé beaucoup. Presque tout l'environnement du moteur a changé, les appuis aérodynamiques ont changé. Ils ont travaillé très tard dans l'hiver, début du printemps, justement pour développer au maximum les pièces. Et on a tout reçu une semaine avant la première course. Toujours dans le clan BMW, on souligne la présence à temps plein de l'ex-pilote F1 Alex Zanardi, amputé des 2 jambes à la suite d'un crash effroyable dans la série américaine Champ Car, mais plus motivé que jamais au volant d'une voiture aux commandes adaptées. 3e constructeur impliqué officiellement, Seat a aussi effectué un important pas en avant durant l'intersaison. Nous avons quelques évolutions importantes, notamment toute la partie avant de la voiture qui est nouvelle, ce qui constitue une excellente chose au niveau de l'appui aérodynamique et du moteur. L'équipe a également amélioré le châssis, les suspensions ainsi que le moteur, mais c'est incontestablement la face avant qui représente la plus importante progression. Plus anecdotique est la présence de Honda Civic Type R et autres Ford Focus ST170 dans cette compétition, des machines privées dont le niveau de performance reste sérieusement en deçà des voitures officielles. Si les Alfa 156 GTA ont dominé les séances d'entraînement, ce sont néanmoins les BMW qui sont montrés les plus promptes au feu vert, bien aidés il est vrai par leur transmission au roue arrière. Dirk et Jorg Müller attaquaient de la sorte en solide leader les premières difficultés de la piste italienne, précédant l'Alfa de Farfus, la BMW de Prio, l'autre Alfa de Tarquini et la surprenante Seat de Diefenbarer. Dans le dos des leaders, le Suédois Karl Rosenblad percutait l'Alfa de Salvatore Tavano, de quoi entraîner la montée en piste de la safety car. Après une neutralisation de 2 tours complets, le combat pouvait reprendre avec un Augusto Farfus d'emblée très menaçant dans le sillage des 2 BMW du team Schnitzer. Le nouveau venu de la formation Autodelta ne tardait d'ailleurs pas à faire parler la puissance de sa 156 GTA, bien imité par son équipier Gabriele Tarquini, champion ETCC en titre. Au bout de la ligne droite, Farfus poursuivait l'offensive avec virilité pour se porter au commandement de la première manche. Au volant des 2 autres Alpha officiels, Tarquini et Giovanardi réussissaient le même type d'opération, à tel point que si le groupe de tête était plus que compact, les Italiennes prenaient clairement l'avantage sur les Allemandes. Contre toute attente, le ton commençait à monter entre les pilotes Alpha qui ne s'échangeaient pas que des politesses sur la piste. Giovanardi et Tarquini allant une première fois au contact.
Leader surprise de l'épreuve, Augusto Farfus s'offrait lui aussi une grosse chaleur lors d'un freinage appuyé. Mais le Brésilien tenait bon et finissait par s'imposer devant ses expérimentés équipiers, Gabriele Tarquini et Fabrizio Giovanardi. Le trio Alpha précédé d'un souffle les 300 envahis de Dirk Müller, Jörg Müller et Andy Priaulx. Particularité de l'ETCC, la deuxième grille de départ est formée en inversant le classement du top 8 à l'issue de la première manche. De quoi permettre à la Seat Toledo Cupra de Frank Diefenbarer de connaître son moment de gloire. C'est pourtant le Hollandais Tom Coronel, au volant d'une BMW privée, qui pointait en tête au passage de la première chicane. Partis depuis les 3e et 4e lignes de la grille, Gabriele Tarquini et Fabrizio Giovanardi défrayaient la chronique en tout début de manche. L'ex-pilote de Formule 1 voulant à tout prix passer son équipier et compatriote. Une très mauvaise idée puisque les deux 156 GTA s'accrochaient au grand désespoir du clan Auto Delta. À l'avant du peloton, Jörg Müller prenait l'avantage sur Tom Coronel et on voyait mal à ce moment comment la victoire pourrait échapper à une BMW. L'homme fort de cette deuxième joute allait être le jeune Britannique Andy Priaulx, pilote de l'équipe de Bart Mampay. En quelques rondes, il passait de la 4e à la 2e place, s'offrant notamment le scalp de Dirk Müller. Si le clan Alpha était abattu, il ne s'avouait pourtant pas vaincu. Vainqueur de la première manche, Augusto Farfus se distinguait par une superbe remontée qui lui permettait d'arracher au forceps la plus petite marche du podium. Guerre de chance par contre pour la Hollandaise Pauline Zwart qui perdait le fil de la bonne trajectoire à la première chicane. En remportant la course, Jörg Müller permettait à BMW d'égaliser à 1 partout face à Alfa Romeo. Le constructeur allemand comptant même 3 points de bon sur son homologue italien au classement des marques. Côté pilote, c'est Farfus qui surgissait en premier leader avec 2 points de bon sur Jörg Müller, 5 sur Andy Priaulx et 6 sur Dirk Müller. Suite de cette compétition à rebondissement sur le circuit de Valence le 18 avril prochain. Avant d'avoir le privilège de rencontrer Valentino Rossi en personne, attardons-nous sur la présentation de l'équipe Yamaha telle qu'elle a eu lieu juste avant ce Pre-Season Test de Barcelone. L'occasion pour le multiple champion du monde de faire part de ses prétentions, mais aussi de faire le show. En s'assurant fin de saison dernière les services de Valentino Rossi, Yamaha affichait clairement ses ambitions. Consciente que pour 2004, la tâche sera rude, la firme aux 3 diapasons entend renouer au plus vite avec un titre mondial qui lui échappe depuis la fabuleuse époque de Wayne Rainey. Après des essais hivernaux plus qu'encourageants, le quintuple champion du monde a toutes les raisons de se montrer optimiste, même s'il sait pertinemment bien que le défi qu'il a relevé est plutôt osé. Je m'attends à une saison difficile, surtout au début. Je pense que nous ne serons pas en mesure de nous battre pour le championnat, car nous avons entamé le travail sur la moto il y a 2 mois seulement et nous avons besoin de plus de kilomètres en test. La première partie de la saison peut être dès lors considérée comme la suite du développement. Pour contrer l'armada Honda, Yamaha pourra toujours compter, en plus de Rossi, sur l'Espagnol Carlos Checa, qui sera l'équipier du champion italien au sein du team gauloise Fortuna Yamaha. Mais aussi sur Marco Melandri et Norica Bay, qui sont quant à eux affectés au team Fortuna gauloise Tech 3. Par ses chronos compétitifs lors des essais d'intersaison, mais aussi par un sens du spectacle toujours intact, Valentino Rossi a déjà conquis le cœur des inconditionnels de Yamaha. Le travail effectué sur la M1 depuis l'arrivée de Rossi en janvier dernier est considérable. L'équipe avec laquelle il travaillait chez Honda l'a suivi dans son défi et entend bien récolter avec lui de nouveaux lauriers. Dans le quotidien d'une mission telle que moteur, il y a des jours qui comptent plus que les autres. Celui-ci en fait partie, puisque je me retrouve en compagnie de celui que tout le monde attend ici, Valentino Rossi. Alors Valentino, comment se passe le développement de cette Yamaha que vous aurez dès Welcome pour attaquer le championnat 2004? Je dirais que ça ne va pas trop mal, parce qu'en peu de temps, en seulement 2 mois, nous avons accompli beaucoup de travail sur la moto. Les tests ont été bons et nous avons communiqué des indications précises à Yamaha, qui a de son côté bien travaillé. Entre les premiers essais et aujourd'hui, les progrès sont réels. Alors là où on sent la majorité des pilotes très concentrés, nerveux, agressifs,
Chez vous, on a l'impression qu'un championnat du monde est synonyme de jeu, de plaisir. Je me trompe? Non, pas vraiment. J'essaye toujours de m'amuser. La moto, c'est ma passion. J'aime toujours autant piloter et je veux que cela reste un amusement. Même si je dois reconnaître que je ressens aujourd'hui beaucoup de pression avec des moments peut-être moins agréables à vivre. Alors sincèrement, avant de signer avec Yamaha, qui sur le papier est une moto moins performante que la Honda que vous auriez pu avoir, vous avez demandé quelques conseils à quelqu'un ou vous êtes retourné dans votre lit des nuits et des nuits? Il m'a été assez difficile de faire ce choix. Je savais que c'était une décision délicate à prendre car la Yamaha n'est pas au niveau de la Honda. Mais quelque part, ce challenge me plaisait et je dois dire que je suis extrêmement motivé. Yamaha sait faire de bonnes motos et lorsqu'un pilote de mon niveau donne des indications précises, la marque peut devenir très compétitive. Et puis avec la Honda, j'avais déjà gagné 3 titres, mon travail avec eux était donc terminé. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour justement faire la différence avec vos adversaires? Quelle va être votre stratégie? Plus qu'une stratégie, nous devons d'abord emmener la Yamaha au niveau de la Honda. Il faudra certes un peu de temps. Et puis cette année, il sera essentiel de marquer des points à chaque rendez-vous, même en terminant 3e, 4e ou 5e. Je sens que ça va être assez serré pour tout le monde. Arriveremo tutti molto vicini alla fine del campionato con i punti. Alors finalement, on a pu lire dans la presse que Toyota allait vous permettre de réaliser un rêve, celui de piloter une Formule 1. C'est du pur plaisir ou peut-être l'avenir, une nouvelle carrière pour Valentino Rossi? Mi piacerebbe provare una Formula 1. Je suis très motivé à l'idée de piloter une Formule 1. Le sport automobile est ma deuxième passion après la moto. Cela dit, rien n'est encore bouclé à ce niveau car je ne sais pas si je pourrais être rapide au volant d'une Formule 1. Au cours de ce week-end, Valentino Rossi et tous les autres ont donc parcouru un maximum de kilomètres dans le but d'être fin prêt pour le lancement de ce championnat de MotoGP. Et pour clôturer ce week-end, une séance de qualification grandeur nature avec comme récompense une magnifique voiture pour le plus rapide entre Honda, Yamaha, Ducati et Suzuki. Le combat s'annonce plus âpre que jamais et l'issue de cette compétition est incertaine. Tant mieux pour le spectacle. En collaboration avec notre consultant Jean-Pierre de Suroux, le moment est dès lors opportun de passer en revue les forces en présence. Après les multiples essais hivernaux outre-Atlantique, le petit monde du MotoGP était de retour en Europe le week-end dernier à Barcelone sur le circuit de Montmelo. L'occasion était ainsi offerte à toutes les écuries et à leurs nouveaux pilotes de se jauger face à la concurrence. Près de 30 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes du circuit catalan et une question était sur toutes les lèvres. Valentino Rossi, passé chez Yamaha fin de saison dernière, sera-t-il en mesure de rivaliser avec l'impressionnante armada de pilotes Honda ? Après un début de week-end perturbé par la pluie, les pilotes ont eu tout le loisir de signer quelques chronos de choix le dimanche. Dès l'ouverture de la piste, alors que l'on assiste à une insolente domination de Loris Capirossi et de sa Ducati Desmosedici, une fuite d'huile de l'Aprilia de Jeremy McWilliams va provoquer la chute de plusieurs pilotes, dont Loris Capirossi, son équipier australien Troy Bellis ou encore le Brésilien Alex Barros, remplaçant de Valentino Rossi chez Honda Repsol. Si toutes les machines ont subi de sérieuses modifications durant l'intersaison, le lifting le plus surprenant est incontestablement celui de la Kawasaki. Entièrement redessinée, elle hérite notamment d'un nouveau châssis la rendant très compacte. Dans les mains d'Alex Hoffman, l'équipier de Shinya Nakano chez les Verts, elle s'apparente d'ailleurs plus à une 125 qu'à une machine de MotoGP. Reste à voir si les performances suivront. Une fois la piste remise en état, c'est l'Américain Colin Edwards, champion du monde 2002 des Superbikes, qui est désormais équipier de Sete Gibernau au sein du team Honda Telefonica de Fausto Gresini, qui va imprimer son rythme. Au fil des tours, le Texan va sans cesse améliorer ses chronos, plaçant ainsi la barre très très haut.
Le seul à pouvoir répliquer à l'offensive de pilote Honda, c'est le champion du monde en titre Valentino Rossi. En l'espace de quelques minutes, le nouveau chef de file de Yamaha va s'emparer du meilleur temps absolu, semant ainsi le doute dans l'esprit de ses adversaires. Bonne surprise de ses essais, Kenny Roberts va longtemps détenir le deuxième chrono au guidon d'une Suzuki apparemment de nouveau compétitive. Très en vue également, l'Espagnol Ruben Xos, le vice-champion du monde 2003 des Superbikes est dans son jardin et la Ducati d'Esmo Sedici ne semble déjà plus avoir de secret pour lui. Autre pilote Ducati aux avant-postes, l'Italien Loris Capirossi a mis à profit le petit vent favorable qui soufflait sur Barcelone pour établir un nouveau et hallucinant record de vitesse à plus de 347 km/h. Au rayon déception, on retiendra évidemment la modeste 11e place de Max Biaggi. Cité parmi les grands favoris de cette saison, le Romain attend peut-être simplement son heure. Dans les dernières minutes, équipé de nouveaux pneumatiques, Valentino Rossi allait frapper un grand coup. Au guidon de sa Yamaha M1, il allait signer le meilleur temps absolu, empochant au passage la BMW Z4, promise au pilote le plus rapide. L'Italien devance ainsi Colin Edwards, Sete Gibernau et Loris Capirossi. Même si le 18 avril prochain, pour le premier Grand Prix à Welcome en Afrique du Sud, il sera attendu au tournant par la concurrence, Rossi a déjà démontré qu'il était fin prêt. Voilà, merci de nous avoir suivis dans ce moteur couleur MotoGP. La semaine prochaine, c'est la reprise des différents championnats belges auto sur circuit qui nous intéressera avec un gros plan sur le Belcar, le Mini Challenge, la Renault Clio Cup et la Formule Renault 1600. Il sera également question du premier affrontement de l'année en FIA GT et de la compétition mondiale d'enduro qui gagne à être connue. Et entre-temps, amusez-vous bien.